Salut, je suis Amandine Bolongo, je suis religieuse adoratrice du Très Saint-Sacrement, actuellement assistante à la faculté de philosophie Saint-Pierre Canisius à l'université Loyola du Congo. Ma vidéo poursuit un seul but, celui de partager avec vous les résumés d'un article que j'ai publié dans la revue Raison Ardente au numéro 110, un numéro qui était consacré à la réflexion sur le libéralisme politique. Mon article s'intitule « Difficile réconciliation entre le pouvoir de l'État et le respect des droits de l'individu en Afrique » et comme sous-titre « Le libéralisme habermasien à la rescousse ». Cet article n'avait qu'un seul but, de pouvoir trouver l'équilibre entre les deux entités, à savoir l'État et le peuple. Chercher vraiment le juste milieu, c'est-à-dire l'équilibre ou l'harmonie, afin que le peuple et l'État vivent en paix. Alors mon article est subdivisé en trois petits points. Le premier point était juste une circonscription du contexte dans lequel le libéralisme a émergé. Le libéralisme politique, Habermas l'a dit, mais John Rawls aussi et tant d'autres, tous sont d'avis que le libéralisme politique a émergé durant les temps modernes. Alors, le temps moderne, la société moderne, si on peut le dire simplement, a des caractéristiques un peu particulières. Alors, dans ce premier point, j'ai parlé de ces particularités, à savoir les caractéristiques de la société moderne. Il s'agit d'une société qui a été traversée par des révolutions. Révolution industrielle, révolution de la démocratie, révolution de l'éducation. Mais il y a aussi deux autres caractéristiques qui me semblent beaucoup plus visibles. C'est la laïcisation aussi bien des institutions que des valeurs. À part ça, nous avons l'exaltation de la raison. La raison humaine a été vraiment exaltée. Voilà les premiers points. Dans le deuxième point, je vais essayer de présenter simplement la conception habermasienne du libéralisme politique. D'une manière générale, le libéralisme politique est conçu comme une doctrine philosophique mais aussi politique qui prône vraiment la supériorité du respect des droits des individus, du respect de liberté des individus par rapport à la souveraineté, par rapport au pouvoir de l'État. Le deuxième point, nous avons expliqué la conception habermasienne du libéralisme politique. Pour la plupart des philosophes, John Rawls, je l'ai dit tantôt, et tant d'autres, ils définissent le libéralisme politique comme une doctrine aussi bien philosophique que politique qui exalte la liberté de l'individu par rapport à la souveraineté de l'État. Vraiment, quand on dit le libéralisme, c'est le peuple qui est exalté, c'est la liberté individuelle qui est mise à la première position. Alors Habermas voit d'autres choses. Pour lui, le libéralisme politique prend deux angles. Le premier angle, il est défini comme une tentative de réponse aux problèmes, mieux aux crises qui ont surgi avec la doctrine pluralisme politique. La doctrine pluralisme politique a émergé aussi pendant le temps moderne, mais ça a amené beaucoup de défis selon Habermas, entre autres des crises économiques et politiques. Alors le pluralisme politique, c'est une doctrine, comme je venais de le dire, qui exalte ou accepte la diversité d'opinions, la diversité de groupes de personnes, la différence et tout. Deuxième acception de libéralisme politique, c'est la rationalisation des institutions. Quand il parle des institutions, Habermas fait allusion aux institutions démocratiques. Alors, comment rationaliser? Il part du paradigme de la discussion rationnelle. Discussion rationnelle, c'est un paradigme qui soutient l'idée selon laquelle il n'y a personne, si on peut le dire simplement, qui détient le monopole de la vérité. Alors, la rationalisation des institutions, ici, il y a beaucoup de ramifications, beaucoup d'explications. Alors, pour ce qui nous concerne dans l'article, nous avons pris simplement deux choses, puisque ces deux choses nous concernent. Il s'agit de la souveraineté de l'État. Quand on dit le respect de la souveraineté de l'État, Habermas nous invite au respect des normes établies par l'État. Il nous demande de respecter les normes étatiques et ses devoirs. Tandis que de l'autre côté, la partie du peuple aussi, ça c'est la deuxième partie de ce point, Habermas demande aussi que la dignité des personnes, que la liberté des personnes, même leurs droits, soient aussi
aussi respectée par qui? Par l'État et par les individus entre eux. Donc, si on peut dire simplement la rationalisation des institutions à partir de la discussion rationnelle, ça demande à ce qu'il y ait l'équilibre, le respect d'un côté du souverain, d'un côté du pouvoir des souverains, du pouvoir de l'État, et de l'autre côté le respect des droits des individus. Voilà, avec ces deux idées, nous avons pris ces deux idées pour pouvoir enrichir notre article. Et là, nous avons fini le deuxième point, nous entrons dans le troisième point. Le troisième point, nous avons parlé de la difficulté en Afrique de réconcilier l'exercice du pouvoir avec la liberté des individus. Nous avons montré avec des exemples patents qu'il y a problème en Afrique. C'est vrai que les conflits, les guerres, c'est un peu partout dans le monde, mais en Afrique, nous avons mentionné qu'il y a de manifestations, il y a des coups d'État, des rébellions, et dans la plupart des cas, ces problèmes surgissent parce que le peuple réclame que sa liberté n'est pas prise en compte, que son droit n'est pas respecté. Voilà pourquoi nous avons proposé, ou nous proposons avec la pensée de Habermas, pour que nous puissions mettre l'équilibre entre l'État et la population. Mettre l'équilibre veut dire chercher la paix, que chacun ou chaque groupe d'individus se retrouve, que le peuple se retrouve comme habitant d'un pays, habitant d'un continent, avec tous ses droits, toutes ses libertés respectées, l'État aussi. Voilà, pour finir, le troisième point, nous avons proposé 3 voies d'issue pour l'Afrique. C'est vraiment une tentative, comme je l'ai dit, et juste de petites voies d'issue. Si nous essayons, peut-être que nous pourrons sortir de cette situation. La première chose, c'est la prise en conscience. Que ce soit l'État, que ce soit la population, toutes ces deux entités doivent prendre conscience qu'elles sont condamnées par nature à vivre ensemble. Il n'y a pas un État au monde qui n'a pas de peuple. Il n'y a pas de peuple au monde qui n'a pas de gouvernant. Donc l'État ou le pouvoir souverain doit toujours collaborer avec le peuple. D'où l'invitation de prendre conscience de cette réalité inséparable et complémentaire. La deuxième chose ou la deuxième voie d'issue que nous avons proposée, c'est la mise en place de la démocratie effective. Quand nous parlons de la démocratie effective, nous faisons allusion aux valeurs démocratiques. Parce que quelques institutions démocratiques, il y en a, mais c'est la mise en pratique effective qui pose problème. Voilà pourquoi nous proposons cette mise en effectivité de cette démocratie. La troisième chose et la dernière, c'est la dignité nationale. Nous sommes d'avis que la dignité de peuple, aussi bien des présidents de la République que d'une simple maman ou d'un simple papa, d'un simple citoyen, soit respectée. Donc que la dignité de peuple, la dignité de tout un peuple soit respectée. Alors pour finir, je vous invite à vous abonner à notre page Facebook pour ne pas rater les prochaines publications et les prochaines synthèses de numéros qui ont été déjà publiés. Je vous remercie.